Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, 5 ans après l'annonce concernant les tombes de Kamloops, aucun site d'inhumation n'a encore été confirmé. Que savons-nous exactement? Nous en parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel en deuxième partie de l'émission. Mais avant, la Bolivie, pays de 12 millions d'habitants au cœur de l'Amérique du Sud, connaît une grave crise politique et sociale. Manifestations massives, routes bloquées, pénuries et pression croissante pour la démission du président Rodrigo Paz. Pour en parler, nous recevons Nicolas Klein, spécialiste du monde hispanophone et essayiste. Monsieur Klein, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Monsieur Klein, avant toute chose, vous avez publié un article sur libremedia.com, c'est libre-media.com, intitulé « La Bolivie en état de siège, chronique d'une insurrection annoncée ». Vous avez aussi publié des livres, les livres suivants, là, Après les chrétiens dans Al-Andalus, de la soumission à l'anéantissement, aux éditions du Rocher en 2019, et vous avez aussi publié « Comprendre l'Espagne d'aujourd'hui, manuel de civilisation » aux éditions Ellipse en 2020. Est-ce qu'il me manque quelque chose? J'ai publié un autre livre de civilisation espagnole l'année dernière. Je peux vous envoyer la référence si vous voulez, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est parfait. Donc, Nicolas Klein, spécialiste du monde hispanophone, qui est au pouvoir en ce moment en Bolivie? Que se passe-t-il dans ce pays là, pour qu'on en parle? Alors, qui est au pouvoir en ce moment? Le président actuel de la Bolivie s'appelle Rodrigo Paz, comme vous le disiez. Rodrigo Paz, c'est un chef d'État de centre-droit qui est arrivé au pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée à la fin de l'année 2025. Il avait battu au second tour un candidat qui était plus à droite que lui, Jorge Quiroga. Et pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement de la Bolivie en ce moment? Parce qu'en fait, Rodrigo Paz est confronté à une des plus graves crises politiques récentes qu'ait connue le pays. On a depuis plusieurs semaines des protestations massives, des blocages de routes qui paralysent le pays, notamment autour des grandes villes comme La Paz, El Alto, Cochabamba. Ces blocages en fait entraînent des graves pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant. Et le bilan est assez lourd puisqu'on a eu jusqu'à présent au moins 10 personnes décédées, dont certaines en fait à cause de l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux d'urgence parce qu'il y a ces fameux barrages. Quel est l'élément déclencheur de ces troubles? Alors, c'est un ensemble d'éléments, comme bien souvent hein, dans ce type de crise. On va dire que la Bolivie est plongée depuis plusieurs années, ça date d'avant l'élection de Rodrigo Paz, elle est plongée dans une série de problématiques économiques qui ont créé un mécontentement très profond. Mais l'étincelle immédiate, c'est la politique économique et sociale mise en place par l'actuel président qui doit faire face donc à cette crise économique de long cours. Sa politique économique et sociale qui est souvent qualifiée de néolibérale, pourquoi? Parce qu'en fait, il a mis fin à toute une série de dispositions sociales qui avaient été mises en œuvre sous les gouvernements de gauche qui l'avaient précédé, par exemple les subventions au carburant. Il a également mis en œuvre une réforme foncière qui est accusée par ses détracteurs de placer en fait la propriété foncière, la propriété agricole sous la coupe des grands représentants de la province de Santa Cruz, du département de Santa Cruz, pardon, qui est un département à l'est du pays, qui est le département bolivien le plus riche et qui est en fait celui des grandes élites agro-industrielles et énergétiques du pays. Il doit faire face, comme je le disais, à cette crise économique face à laquelle donc, il a pris une série de mesures. Une crise économique qui est marquée par un manque chronique de carburant, par une inflation qui, selon plusieurs sources, alors c'est pas toujours évident d'avoir le chiffre précis, mais on serait autour de 20% par an, et puis par une pénurie aiguë de dollars en fait, qui empêche le pays d'acheter les ressources dont il a besoin à l'étranger. Nicolas Klein, spécialiste du monde hispanophone et essayiste, qui sont les groupes et les forces là, qui se font face ici? Alors d'un côté, on a le président donc Rodrigo Paz et son gouvernement, dont l'objectif est clairement de rétablir l'ordre, de débloquer les routes et de maintenir la stabilité institutionnelle. Lui dénonce une tentative de coup d'État qui serait menée selon lui par des narcoterroristes. C'est comme ça qu'il qualifie ses opposants. Et Rodrigo Paz n'est pas complètement seul puisqu'il bénéficie, on en reparlera sans doute, du soutien des États-Unis d'Amérique, alors à la fois une aide humanitaire, mais aussi un soutien logistique dont on aura l'occasion de reparler. Face à lui, on a un bloc contestataire qui est un peu hétéroclite, mais qui globalement se retrouve sur le rejet de sa politique et dans une grande mesure
qui se retrouve aussi autour d'un mot d'ordre, destitution du président et organisation d'une nouvelle élection présidentielle sous 90 jours. Le principal meneur charismatique, la grande figure de cette contestation, c'est l'ancien président Evo Morales, qui avait quitté le pouvoir en 2019 dans des conditions très particulières. C'était très à gauche quand même, à la limite du socialisme. Oui, alors oui, c'était un dirigeant socialiste, tout à fait. D'ailleurs, son parti s'appelle Mouvement vers le socialisme, exactement. Donc Evo Morales, en fait, physiquement, il ne mène pas l'insurrection, mais il, on va dire, la coordonne et l'encourage depuis la place forte du tropique de Cochabamba. Donc lui, clairement, il dit, voilà, il faut mettre fin aux politiques du président Paz et organiser une nouvelle élection présidentielle. Autour de lui, on a, comme je disais, une coalition. On a d'abord des syndicats de producteurs de coca. Il faut savoir que Evo Morales, avant d'être président de la Bolivie, était lui-même un responsable syndical du secteur de la production de coca, qui est une production traditionnelle de la Bolivie. Mais juste une chose, pour préciser pour notre auditoire, oui. La coca est bien sûr la feuille, ou du moins la plante qui est utilisée pour créer de la cocaïne. Exactement, oui. Ouais. Alors, il faut bien distinguer coca et cocaïne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la cocaïne, c'est la drogue, mais qui est issue indirectement de la feuille de coca après un travail chimique très important. Dans le monde andin, que ce soit Bolivie, Pérou, Équateur, la feuille de coca est consommée traditionnellement de différentes façons. Ce n'est pas une drogue, mais elle a des propriétés médicales reconnues. Et c'est quelque chose de traditionnel dans le monde andin. Donc on a ces syndicats, et puis on a aussi la Centrale ouvrière bolivienne, qui est le principal syndicat du pays, des syndicats de paysans, des syndicats de mineurs, des groupes indigènes. Globalement, comme je le disais, voilà, leur revendication, c'est la démission ou la destitution de Rodrigo Paz, la fin de ses politiques, et en fait, à travers une élection présidentielle anticipée, le retour au modèle antérieur. Nicolas Klein, spécialiste du monde hispanophone. Si je comprends bien en lisant votre texte, la Bolivie sort de 20 ans de croissance économique, j'allais dire enviable, d'un point de vue sud-américain du moins. Et tout ça était largement dû à l'exploitation des hydrocarbures, ce qui semble être la fin, là, par contre, de cette période de croissance parce qu'ils, simplement, ils ont épuisé leurs réserves d'hydrocarbures. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est pas tout à fait 20 ans de croissance, c'est plutôt 15 ans de croissance. Effectivement, les différents mandats d'Evo Morales à la tête du pays ont été marqués par une très forte croissance économique, par la sortie de la pauvreté de millions de personnes, par l'intégration aussi de groupes traditionnellement marginalisés au sein du pays, comme les indigènes et les métis, à travers la politique d'Evo Morales. Mais on a vu qu'à partir de la fin des années 2010, ce modèle commençait à s'essouffler. Evo Morales a dû quitter le pouvoir de façon un peu précipitée en 2019 et la crise économique s'est aggravée parce qu'effectivement on a un épuisement des ressources en particulier en gaz, ce qui a fait s'effondrer les revenus de l'État, ce qui a créé un déficit et ce qui a aussi créé indirectement une pénurie de dollars puisqu'en fait l'État bolivien se servait des ressources des hydrocarbures, des ventes des hydrocarbures à l'étranger notamment, pour faire des réserves de dollars qui, en retour, lui permettaient d'acheter de nombreux produits à l'étranger et de financer la politique sociale d'Evo Morales. Problème donc, épuisement de ses ressources, épuisement de la manne financière liée au gaz. Et puis on a un schéma qui est malheureusement assez classique dans plusieurs pays latino-américains, notamment ceux qui ont des ressources en hydrocarbures, c'est le manque de diversification de l'économie. Parce qu'en fait, l'État bolivien sous Evo Morales et sous la présidence de son successeur socialiste, lui aussi, Luis Arce, s'est beaucoup reposé sur cette manne. Il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans des secteurs productifs, notamment il y a eu un manque d'industrialisation dans des secteurs porteurs comme le soja ou le lithium. Et de fait, on est arrivé donc à une forme d'essoufflement de ce modèle économique à partir de la fin des années 2010. À quoi ressemble la société bolivienne pour, disons, des Québécois qui nous écoutent en ce moment, qui connaissent peut-être mal le pays? Globalement, là, je sais que c'est difficile à faire, mais comment est-ce qu'on pourrait décrire, j'allais dire, l'état socio-économique de la Bolivie? Comment les gens vivent au quotidien? C'est un état socio-économique extrêmement compliqué et c'est une société qui est extrêmement clivée en fait. On retrouve un clivage qui est de nature triple, si on veut schématiser. On a un clivage social, un clivage ethnique et un clivage géographique. Clivage social, puisqu'on a de grandes élites agro-industrielles et énergétiques
dont je parlais tout à l'heure, incarné par un certain nombre de personnalités, comme par exemple un sénateur et industriel qui s'appelle Branko Marinković, qui est un descendant de Croates qui se sont installés en Bolivie au XXe siècle. On a un clivage qui est ethnique, puisqu'en fait, les personnes, les citoyens les plus marginalisés traditionnellement, ce sont les indigènes et les métis qui représentent la majeure partie de la population en Bolivie. Et ce clivage ethnique, donc, qui se fait en faveur en fait, des descendants d'Européens, des Blancs, pour le dire rapidement, il se superpose à un clivage géographique, puisqu'on a un est de la Bolivie, les hauts plateaux, le département de Santa Cruz dont je parlais tout à l'heure, qui on va dire est la partie riche de la Bolivie traditionnellement, et on a un ouest andin, contrefort des Andes et Andes, ainsi que Amazonie bolivienne, qui est plus largement peuplé d'indigènes et de métis, et qui là pour le coup constitue la partie traditionnellement marginalisée du pays. C'est justement ce à quoi faisait face Evo Morales et ce contre quoi il a lutté avec un certain succès, puisqu'il a réussi à sortir des millions de personnes de la pauvreté et à intégrer les indigènes plus largement à la vie politique, sociale et économique du pays. Le problème, c'est que la crise économique qui a commencé à la fin des années 2010 a replongé une partie de cette population dans le désarroi économique et social, avec une part non négligeable de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et qui vit d'une économie très largement informelle. Nicolas Klein, vous avez qualifié la transition politique de Morales à Paz comme étant brutale, essentiellement. C'était pas Morales, pardon, le dernier, c'était... Luis Arce. Luis Arce, pardon. Au nouveau président, M. Paz. Pourquoi ça a été brutal comme transition? Alors en fait, ça a été brutal pour deux raisons. Je l'ai dit à plusieurs reprises, en 2019, Evo Morales est contraint de quitter le pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la constitution bolivienne actuelle, qui a été rédigée sous les auspices d'Evo Morales, prévoyait au maximum 2 mandats pour un président. On ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Evo Morales a voulu s'en affranchir et en 2016, il a demandé aux Boliviens s'ils pouvaient modifier la Constitution de façon à permettre une réélection indéfinie du président. Les Boliviens, à une très courte majorité, mais les Boliviens ont dit non. Il a réussi par un tour de passe-passe juridique et constitutionnel à faire modifier l'interprétation de la Constitution pour se présenter à sa propre succession en 2019. Mais il y avait déjà une contestation contre cette représentation, cette nouvelle présentation, cette nouvelle candidature d'Evo Morales. Et en plus, de nombreux observateurs ont estimé qu'il y avait eu une fraude massive en faveur d'Evo Morales. En 2019, donc, face à ces soupçons de fraude et à cette nouvelle candidature extrêmement contestée, Evo Morales a fait face à des manifestations massives. Il a été abandonné par les forces de l'ordre et les forces armées. Il a dénoncé un coup d'État et puis il a démissionné. Il est parti en exil, d'abord au Mexique et ensuite en Argentine. À ce moment-là, on a une période, je passe les détails, mais de transition un peu compliquée. On a une nouvelle élection présidentielle en 2020 et c'est Luis Arce, le dauphin d'Evo Morales, donc du même parti, le mouvement vers le socialisme, son ancien ministre de l'économie qui est élu président. Le problème, c'est que durant le mandat de Luis Arce, qui court de 2020 à 2025, les deux hommes ne s'entendent pas. Le mouvement vers le socialisme se déchire. Et en plus, Luis Arce doit faire face à une crise économique qu'il ne sait pas résoudre. Et en 2025, on a donc l'élection présidentielle qui voit l'effondrement total de la gauche bolivienne. Les deux candidats qui se réclament du mouvement vers le socialisme ou des forces proches font moins de 10% à eux deux. Et au second tour, on se retrouve avec un affrontement entre le centre-droite de Rodrigo Paz, qui finit par l'emporter, et des conservateurs encore beaucoup plus durs de Jorge Quiroga, donc qui perd au second tour. Et donc en fait, on voit comment la force qui a structuré pendant quasiment 20 ans la vie politique et institutionnelle de la Bolivie, le mouvement vers le socialisme d'Evo Morales et Luis Arce, comment cette force en fait a disparu des institutions, elle a perdu la présidence et elle s'est retrouvée extrêmement marginale, voire disparue complètement dans les deux chambres législatives du pays. Nicolas Klein, vous dites dans votre article que la Bolivie est le théâtre d'une confrontation entre deux visions de l'Amérique latine. J'ai l'impression, là, je généralise ici, là, mais quand on entend parler de l'Amérique latine, c'est soit un gouvernement ou un président de droite dure, j'allais dire très libéral, très proche des États-Unis,
ou un dictateur socialiste, ou à peu près, là, disons, même élu, disons, un homme fort, mais de gauche, socialiste, presque à la limite du communisme, des fois. Est-ce qu'il n'y a pas d'entre-deux ici? Est-ce que la Bolivie représente tout ça, ou... Alors, c'est compliqué de trouver un entre-deux en Amérique latine, particulièrement ces dernières années. On a pu avoir dans les années 90, 2000 et même 2010, quand l'Amérique latine s'est profondément démocratisée après les dernières vagues de dictature, on a eu des personnalités modérées de centre-gauche, de centre-droite. Il y a encore des pays qui l'incarnent, comme par exemple l'Uruguay. Mais c'est vrai que l'Amérique latine est victime d'un mouvement qui en fait traverse le monde entier, qui n'est pas propre à l'Amérique latine, qui est un mouvement de polarisation entre une gauche plus radicale et une droite plus radicale. Et c'est vrai que la Bolivie l'illustre très bien parce que d'un côté, on a le mouvement vers le socialisme d'Evo Morales, qui prône en fait une forte régulation de l'économie, un rôle protecteur de l'État vis-à-vis des minorités et des couches les plus défavorisées de la société, qui prône aussi une forte implication du gouvernement dans l'exploitation des ressources naturelles, qui rejette le néolibéralisme, qui est pour l'intégration des peuples indigènes. Et puis de l'autre, on a une droite qui est plus dure, qui au départ ne devait pas être celle de Rodrigo Paz. Comme je le disais, Rodrigo Paz a vaincu au second tour de l'élection présidentielle de la fin 2025 quelqu'un qui était beaucoup plus à droite que lui. Et justement, il a été élu parce que beaucoup d'électeurs voulaient tourner la page du mouvement vers le socialisme, mais en même temps ne voulaient pas donner les clés du pays à quelqu'un qui en plus avait déjà dirigé, parce que Jorge Quiroga avait déjà été président brièvement au début des années 2000, quelqu'un qui représentait une droite beaucoup plus dure. Mais Paz, en fait, s'est droitisé et s'est radicalisé à la faveur de ces manifestations. Et donc on se retrouve finalement avec cet affrontement entre d'un côté le modèle socialiste d'Evo Morales, du MAS, et de l'autre un modèle beaucoup plus libéral et allié à Washington de Rodrigo Paz. Est-ce qu'on peut penser que le support populaire, là, donc la population, soit du côté du président ou plutôt des contestateurs? Alors, très clairement, on a là le clivage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, on a très largement les masses populaires du pays qui sont du côté des contestataires, alors avec des degrés d'implication divers, bien entendu, et on a de l'autre, pour schématiser là aussi très rapidement, c'est toujours plus nuancé, mais pour schématiser, plutôt les élites économiques et politiques traditionnelles du côté de Rodrigo Paz. Est-ce qu'il y a eu un vote, j'allais dire, utile lors de la confrontation entre Paz et son adversaire un peu plus à droite lors des élections présidentielles? Parce que j'allais dire, si Paz, de mémoire, avait récolté quoi, 53 ou 54% des voix, on voudrait dire que la majorité de la population est de son côté, mais on pourrait aussi dire que beaucoup de gens qui étaient à gauche ont simplement voté pour le candidat qui leur était le plus proche, même si les deux ne leur convenaient pas nécessairement, là. Alors largement oui, on peut dire qu'en fait Rodrigo Paz a été un peu élu par défaut. Il n'y a pas eu une forme d'enthousiasme, d'engouement autour de sa candidature. Il est apparu pour beaucoup d'électeurs modérés, voire de gauche, comme le moins pire des deux candidats qui se retrouvaient au second tour, très clairement. D'autant que lui avait fait campagne sur un slogan qui était suffisamment ambigu, qui était le slogan du capitalisme pour tous. Ce qu'il voulait dire en fait, c'est qu'il proposait un modèle qui s'éloignait du socialisme qui jusqu'alors avait prévalu grosso modo pendant 20 ans en Bolivie, pour un modèle plus capitaliste, plus libéral, mais qui, selon ses dires durant la campagne, devait permettre de surmonter la crise économique et d'aspirer toute la population ou une grande partie de la population vers le haut, en fait, vers la croissance et vers l'enrichissement. Donc c'était un peu ça son modèle, alors que Jorge Tuto Quiroga, lui, avançait plutôt une rupture beaucoup plus brutale avec le modèle du mouvement vers le socialisme. Donc oui, clairement, il y a eu un peu un vote utile ou un vote par défaut, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, en faveur de Rodrigo Paz, ça c'est manifeste. Que reste-t-il d'arriver dans une minute et est-ce qu'on imagine que Washington garde un œil sur la situation? Donc oui, qu'est-ce qu'on peut envisager et qu'est-ce que Washington risque de faire ou ne pas faire? Alors, ce qu'on peut envisager, c'est deux scénarios. Soit la radicalisation de Paz, du président Paz, qui pourrait décréter, on en parle dernièrement, un état d'exception et qui pourrait durcir la répression militaire. Soit la chute de Rodrigo Paz, qui, constatant l'impossibilité de résoudre la situation, finirait par démissionner pour ouvrir à des élections anticipées. Pour le moment, ce que Washington fait, c'est non seulement garder un œil sur la situation, mais c'est aussi
envoyer de l'aide à Rodrigo Paz. Parce que clairement, pour Washington, il ne faut surtout pas que le gouvernement actuel tombe. Il ne faut surtout pas retomber dans un modèle socialiste. Et donc, on a à la fois une aide humanitaire de la part de Washington, mais aussi une aide technique et logistique avec une géolocalisation et de la reconnaissance aérienne pour aider les forces armées boliviennes à contourner les blocages routiers et à reprendre le contrôle du pays. Nicolas Klein, spécialiste du monde hispanophone et essayiste, on rappelle que votre article s'intitule « La Bolivie en état de siège, chronique d'une insurrection annoncée », publié sur libremedia.com, c'est libre-media.com. Un grand merci. Merci à vous. Restez avec nous après la pause, on discute avec Jérôme Blanchet-Gravel.